à toutes et à tous. Je vais essayer d'aborder trois points dans cette brève intervention. Un premier point davantage donc sur... je ne veux pas vous abreuver de statistiques, etc., mais des fois on a besoin un peu de concret pour tordre le cou effectivement à certaines idées reçues, et donc autour d'une nouvelle grille de lecture qui peut montrer les opportunités économiques du rural. À partir de cette grille de lecture, j'allais dire quelques postures, quelques idées fortes que je retiens. Après, alors c'est vrai qu'on ne pourra pas échanger après, mais tout au long de la journée, on peut en rediscuter. C'est vraiment des points de vue. Et puis, je terminerai effectivement par un troisième point, davantage sur les questions de modèles de développement. Voilà, c'était un peu évoqué. Et peut-être alors je sais pas si le terme nouveau est toujours adapté. Des fois, on redécouvre des choses du passé, mais voilà, un peu quels sont ces nouveaux modèles ou ces modèles de développement qui peuvent être discutés. Et je le dis tout de suite, non pas pour les opposer les uns aux autres, mais peut-être pour que chaque territoire, ça c'est aussi une idée forte, chaque territoire peut choisir finalement en fonction de sa situation, de son histoire, de ses acteurs, de sa capacité d'action collective, des modèles un peu différents. Voilà, donc premier point sur ces opportunités économiques, thème quand même un peu central de la journée. Alors, je disais nouvelle grille de lecture, effectivement, sans sombrer dans une approche statistique. Bon, le parti pris que j'ai depuis 2 ans, et y compris dans cet article, c'est d'utiliser effectivement une nouvelle approche des territoires que l'INSEE français nous a proposé, alors qu'en Europe, depuis longtemps, on avait un peu déjà changé les grilles de lecture par une approche davantage autour de la densité, plutôt que seulement autour des mobilités de travail entre les villes et les espaces environnants, ces mobilités faisant que dans une société mobile, finalement, on pouvait dire que tout est urbain et peut-être pas aller au cœur vraiment des problématiques. Donc cette nouvelle grille que l'INSEE propose depuis 2-3 ans, elle sépare, on va dire, les territoires entre des espaces très denses, qui sont les cœurs des villes et des métropoles, des espaces de densité intermédiaire, qui sont plutôt les périphéries immédiates des villes. Alors bon, la lumière fait que peut-être les couleurs sont pas hyper nettes, mais voilà, c'est ce qui est rouge et ce qui est orange. Hein. Si on prend Lyon, voilà, vous voyez à peu près ce cœur de forte densité ou de densité intermédiaire. Et puis, ce qui nous intéresse peut-être plus, c'est ce qui est en jaune et en vert sur la carte, c'est-à-dire des espaces dits peu denses, qui est en jaune, qui peuvent correspondre pour certains à des zones un peu périurbaines, mais de 2e, 3e couronne périurbaine, et puis des espaces verts qui sont des espaces très peu denses, qui renvoient ici davantage. On en a un peu plus en Auvergne, en ex-région Auvergne qu'en ex-région Rhône-Alpes, mais qui renvoient à des espaces, voilà, ruraux, certains diront hyper ruraux, de très faible densité. Donc voilà, c'est une grille de lecture, et quand on la regarde d'un peu plus près, elle permet de poser un certain nombre de problématiques différentes. Alors, c'est là où je commence à vous poser quelques statistiques. Je vais essayer d'aller à l'essentiel, mais si on prend notre région, je vous ai mis les chiffres à l'échelle de la France, c'est à peu près les mêmes, au moins pour notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous voyez que sur 2-3 indicateurs clés, la surface, la population et le nombre d'actifs au lieu de résidence, en fait, d'actifs occupés, on voit que 90% de notre espace régional renvoie à ces espaces peu denses ou très peu denses. Donc la place en termes d'occupation de l'espace est évident. Que certes dans notre région et en France en moyenne, vous voyez 60%, 62, 60% de la population et des actifs sont dans ces fameuses zones orange ou rouge sur la carte précédente denses. Mais par contre, dans les zones peu denses et très peu denses, on a quand même 40% quasiment de l'emploi, et puis 37% de la population. Et donc c'est là où on se dit, certes le poids n'est pas majoritaire. Alors
dans d'autres régions, puisque la semaine dernière j'étais en région Nouvelle-Aquitaine, qui va jusqu'au Limousin, là la population et l'emploi est majoritaire. Donc il faudrait regarder après, il y a une moyenne française, après selon les régions le point peut un peu varier, mais peu importe. Avec 40% de l'emploi, on pourrait dire l'activité économique, ne pensons pas qu'il n'y a plus rien dans les territoires peu denses, n'oublions pas ces territoires, j'ai envie de dire, ne pensons pas, et quelque part c'est aussi des sentiments de relégation ou des sentiments des territoires oubliés qui est derrière cette idée. Voilà, ils sont peut-être pas majoritaires, mais ils pèsent quand même beaucoup pour les dynamiques économiques de nos territoires. Deuxième série de statistiques, j'en aurai plus qu'une dernière. Là, si on regarde un peu en termes de dynamique, ce qui bouge, ce qui évolue, alors là, ça devient peut-être encore plus intéressant. C'est-à-dire que première moitié du tableau, c'est les dynamiques de population, de solde migratoire, et puis en orange, un peu plus ces dynamiques liées à l'emploi. Et si on regarde ce qui se passe, je fais bref, les taux de croissance. Alors sur les périodes 99-2008 et puis depuis 2008-2013, bon, il faudrait réactualiser les chiffres 2014 parce qu'il y a toujours un petit temps de retard. Alors certains me disent bon, ça s'est encore aggravé, etc. Mais des fois on est un peu dans le pessimisme dans beaucoup de territoires. Mais si on regarde sur ces périodes, on voit que les taux de croissance de la population sont généralement supérieurs, voire presque, en tout cas sur l'ancienne période 99-2008, c'était le double de croissance dans ces zones peu denses ou très peu denses par rapport aux zones densément peuplées. Alors depuis la crise de 2008, ça s'est un peu ralenti, mais vous voyez encore que vous avez quasiment 1% de croissance dans ces zones peu denses ou très peu denses, alors que vous avez, si je puis dire, seulement 0,7% de croissance dans les zones denses. Avec tout de suite, et là c'est là où il faut un peu affiner, on voit qu'il y a quand même une différence entre les zones très peu denses, hyper rurales, et puis les zones peu denses, largement périurbaines, mais pas seulement. Que si on regarde le sol migratoire, ben c'est presque encore renforcé, puisque vous voyez même que sur la période 99-2008, les zones densément peuplées étaient stagnantes, voire perdaient en attractivité, étaient légèrement répulsive. Et par contre, sur la dernière période, on voit que voilà, ce sont bien ces territoires ruraux, je fais simple, qui attirent de la population. Alors, avec des nuances, encore une fois, c'est intéressant, entre les zones très peu denses et peu denses. Même si les scores des zones très peu denses ne sont pas aussi négatifs que parfois on l'entend ou on le pense. Hein. Et en termes d'emploi, l'essentiel de la croissance de l'emploi, même si c'est que 40% de l'emploi régional, l'essentiel de la croissance de l'emploi se fait dans ces zones peu denses, en moyenne. Et vous voyez avec là des chiffres qui sont impressionnants, avec quand même une dernière donnée auquel il faut être sensible. Depuis la crise de 2008, eh bien, nos zones très peu denses sont à la peine. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse aussi peut-être en termes de différenciation des espaces, en termes de modèles différents selon les territoires, et ça veut dire que peut-être il y a plus largement en termes de politique publique une réflexion particulière que l'on peut avoir sur ces zones très peu denses. Voilà, donc mon discours n'est pas optimiste sur tous les plans, mais regardons un petit peu ce qui se passe plus spécifiquement sur ces zones très peu denses, qui attirent encore de la population, donc il y a peut-être une économie résidentielle, mais n'oublions pas des formes aussi d'économie productive. Voilà, certaines peuvent être classiques, agricoles, forestières, industrielles. Voilà, comment on combine finalement, c'est peut-être un des enjeux, une économie résidentielle et une économie productive dans ces espaces très peu denses. Dernière, et donc voilà ce que je voulais dire, hein. Finalement là où ça va bien, les grands gagnants c'est les zones périurbaines, c'est quand on arrive à combiner ce que les spécialistes d'économie appellent des systèmes productivo-résidentiels, quand on combine les deux types d'activités économiques. Dernier
juste avant, dernier élément de statistique, moi je tirerais 3 conclusions de ces grilles statistiques. C'est que peut-être il faut qu'on sorte de l'opposition entre les métropoles et les zones rurales, car on voit bien que les dynamiques sont complètement liées, que si peut-être ces zones peu denses gagnent de l'emploi, c'est que peut-être qu'il y a des emplois qui sont perdus ou qu'on ne peut plus créer dans les zones des cœurs métropolitains, et ça nous amène à peut-être changer un peu notre logiciel et en termes de réflexion, de réseau, d'interdépendance entre les territoires. Deuxième idée, c'est que les zones rurales, c'est peut-être une conviction aussi, mais sont des espaces atouts à condition d'accompagner ce développement économique, de gérer durablement la croissance quand on a des croissances démographiques, des croissances d'emplois, notamment dans les zones périurbaines. Voilà, c'est des espaces atouts, mais il faut aussi s'en préoccuper en termes d'ingénierie, d'investissement, de choix de gouvernance. Et puis pour les zones de très faible densité, même si c'est moins de 4% de la population, c'est quand même 35% de notre espace régional. Et donc là, il y a des dynamiques contrastées, je me répète un peu, attractivité migratoire, mais perte d'actifs depuis 2008. Comment on accompagne, comment on soutient aussi ces dynamiques-là dans ces zones peu denses. Et puis dernier élément j'avais promis en termes statistiques. Là, j'ai un petit peu plus creusé parce que parfois on me dit oui, mais tu es très optimiste, tout ça, mais en fait, les emplois qui sont créés dans les zones peu denses, c'est des emplois sous-qualifiés, etc. Et donc, là, j'ai pris 2 catégories socio-professionnelles cumulées, les cadres et les professions intermédiaires, et puis les ouvriers, les employés. Et quand on regarde ce qui se passe, on voit que pour les cadres et les professions intermédiaires, les taux de croissance, là encore, sur la totalité de la période 99-2013, sont quasiment le double dans ces zones peu denses que dans les zones de cœur urbain, et y compris métropolitain. Que de l'autre côté, en termes d'ouvriers employés, on en perd beaucoup dans les zones peu denses, et puis on en gagne légèrement dans les zones très peu denses. Donc voilà, ne caricaturons pas non plus sur le fait que les zones rurales n'auraient pas ces emplois qualifiés, que dans notre subconscient peut-être on met dans les métropoles, ou une certaine idéologie a vu uniquement dans les métropoles. Je m'empresse de dire que mon discours n'est pas contre les métropoles pour les rurales. J'ai dit précédemment que c'était plus les interconnexions qu'il fallait voir ensemble. Voilà, j'insiste pas plus pour dire que certes il y a de l'emploi agricole qui est perdu, mais cet emploi agricole, il joue quand même un rôle clé dans certains territoires peu denses. Qu'il y a bien sûr aussi un poids, ne l'oublions pas, et c'est toute cette économie productive, qu'il y a aussi de l'emploi industriel et un redéploiement des emplois industriels qui pèsent quand même à l'échelle nationale 2 emplois sur 10 dans ces zones peu denses et très peu denses. Et voilà, il y a une vraie dynamique de déconcentration d'activités industrielles vers le rural, à condition qu'il soit aussi accessible, ce qui est un autre type d'enjeu. Et puis évidemment, la tertiarisation progressive de l'emploi rural est un élément central, avec ce glissement d'une dynamique où finalement la population suivait l'emploi. Aujourd'hui, peut-être une dynamique où c'est plutôt les emplois qui suivent les dynamiques de population. Et comme on a des territoires ruraux qui gagnent de la population, il y a aussi des emplois qui suivent ces gains de population, ce qui renvoie à tous les enjeux d'attractivité de ces espaces, d'aménité dans les zones rurales, d'enjeux sur l'offre de services, etc., pour continuer cette dynamique d'accueil de population qui conduit à aussi attirer de l'emploi. Voilà. Et puis dernier élément du diagnostic, j'espère pas avoir été trop long, pour dire aussi qu'il y a une vraie dynamique entrepreneuriale dans ces zones peu denses ou très peu denses. Là, vous avez la carte des taux de création d'entreprises pour 1000 habitants. Alors c'est donc une valeur relative. Si on avait mis le nombre absolu de valeurs de création d'entreprises, c'est bien sûr les métropoles qui en auraient eu beaucoup. Mais on voit que dans nos zones rurales peu denses, notamment
quand il y a aussi des activités de loisirs et de tourisme, les taux de création d'entreprises sont relativement importants. Alors j'ai un petit faible, mais vous l'aviez auditionné sur cette zone de Murat. Vous aviez eu une intervention dans une des journées, hein, dans ce Cantal, voilà, hyper rural. On voit que, alors c'est un des thèmes qui revient dans la journée, mais la création de tiers-lieux, de tiers-lieux qui peut être en lien aussi avec du télétravail, peut créer une dynamique sur place de création d'entreprises, y compris dans des zones hyper rurales. Bon, voilà, je développe pas plus, mais on voit bien qu'on est au cœur de nouvelles dynamiques. Ouais. Je passe au deuxième point pour tirer quelques idées, 4 finalement de cette nouvelle grille de lecture. Première idée, alors c'est des convictions peut-être aussi, mais ces zones rurales ont des potentiels et il vaut mieux les considérer comme des potentiels que comme des marges. Il y a des marges de croissance économique par rapport aux zones très denses, y compris parce que les investissements qu'on peut y faire sont probablement beaucoup plus productifs en termes d'emploi que dans les cœurs métropolitains où les coûts d'investissement aujourd'hui sont devenus très importants. Il y a un épuisement et des limites des anciens modèles, je ne vais pas développer, mais voilà, de développement globaux, qu'ils soient d'ailleurs sur l'ensemble des territoires, ou plus spécifiquement sur les territoires ruraux. Et puis, il y a, je l'ai déjà dit, l'opportunité d'avoir cette économie à base productive en complémentarité, en lien avec une économie résidentielle qui est un vrai potentiel pour le développement. Donc des potentiels plutôt qu'une marge, d'autant que s'ajoute un développement croissant de pratiques d'innovation sociale, organisationnelle, d'innovation dont on aura toute une série d'exemples dans la journée. Deuxième idée, il faut penser système plutôt que catégorie de territoire. Faut arrêter de penser par strate, par secteur, et travailler davantage aux alliances urbain-rural et pas seulement à des hiérarchies définitives où on grave dans le marbre 15, 20 métropoles et puis voilà, on considère que les choses sont faites. Non, il faut réfléchir à ces interactions. Réfléchir à un maillage urbain et métropolitain et pas seulement à un petit nombre de métropoles. Et notre région Auvergne-Rhône-Alpes, et pour cela, peut être vraiment un laboratoire puisque nous avons un maillage de petites villes, de villes moyennes et de métropoles. Ne nous enfermons pas dans des catégories. Et puis réfléchissons ainsi à des enjeux peut-être plus d'équité, de réciprocité, de péréquation, de spécification, pas seulement, comme j'ai mis, de compassion d'efforts métropolitains par rapport aux faibles ruraux. Troisième idée, penser réseau plutôt peut-être que local. Alors ça peut nous secouer un petit peu dans l'ancienne conviction qu'on pouvait avoir du développement local et micro-local. Un besoin, par rapport à cette approche réseau, relation, un besoin d'accessibilité et d'accompagnement partout, plutôt peut-être, alors ça, tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée, mais plutôt que peut-être la seule idée d'une proximité absolue partout. C'est peut-être plus l'accompagnement, l'accessibilité que strictement la proximité, qui est peut-être un enjeu pour les territoires ruraux. Dommage qu'on puisse pas en débattre. Un besoin d'animation de ces réseaux d'ingénierie pour faire émerger les projets, pour aller vers ces actions collectives et des gouvernances renouvelées. Une capacité finalement à sortir de l'isolement et à changer d'échelle et non pas assigner les territoires et surtout les plus fragiles ou les plus ruraux, les assigner à quelque chose qui serait définitif et les mettre en relation et les ouvrir. Et puis quatrième et dernière conviction, penser transition et diversité, peut-être aussi penser nouveau, innovation, mais transition, diversité plutôt que zonage, protection qui enferme les territoires. Il y a une variété de trajectoires des territoires et c'est pas seulement l'effet taille, masse qui fait tout et donc ça veut dire penser à l'hybridation des fonctions. On va avoir plein d'exemples où on associe des fonctions, des activités, penser combinaison des modèles de développement plus économes, fondés sur l'innovation, penser aussi, et ça c'est peut-être tout un champ de réflexion, penser aussi à la réversibilité de certains de nos projets ou de nos aménagements
d'aménagement. Hein, comment on peut changer parfois aussi de projet. Ce parc-là, finalement, c'est un peu ça, hein, comment on passe d'un projet qui est plus sur la valorisation de la biodiversité à un projet de loisirs. Mais ça, c'est pas toujours facile et ça secoue aussi les aménageurs. Et puis alors, je termine par finalement les modèles de développement. On va les voir, je disais, je les oppose pas entre eux. Bon, moi j'en retiens finalement 4. Un premier modèle de développement alors qui est encore parfois dans les têtes, qui correspond peut-être à certains territoires, qui est joué sur les effets d'agglomération, comme diraient les économistes, c'est-à-dire il y a des métropoles, il y a des grandes villes, elles sont pas loin de certains territoires périurbains notamment, et on va jouer un peu plus cette carte parce que cette proximité des agglomérations va amener des complémentarités, va amener des richesses, de l'emploi. Alors, évitons les cités dortoirs, mais il y a peut-être des interactions à créer qui renvoient évidemment à des enjeux aussi de mobilité, de foncier à gérer, de numérique, d'image aussi, de marketing territorial qui peuvent être associés à ce modèle-là où on joue sur la proximité, l'effet agglomération. Mais l'agglomération est vue un peu comme exogène, comme un élément extérieur au territoire rural. Je parle de cette notion d'extérieur, d'exogène, par rapport à un deuxième modèle qui est plutôt, voilà, on va plutôt, à partir du territoire rural, jouer toujours sur le lien à l'urbain et aux populations urbaines, mais en essayant d'être plus sur le territoire et de renforcer son attractivité, sa qualité résidentielle, sa créativité, en essayant d'améliorer finalement des facteurs d'attractivité qui peuvent être justement la qualité résidentielle, le climat créatif d'un territoire qui peut attirer des jeunes porteurs de projets, créateurs d'activités, y compris de la nouvelle économie, en jouant aussi sur l'environnement, sur le patrimoine, et en essayant d'associer cette économie présentielle ou résidentielle peut-être avec de nouvelles fonctions économiques qui peuvent, cette attractivité résidentielle pouvant être le moteur de son développement économique. Troisième modèle qui va beaucoup revenir aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé maîtriser les coûts. Alors peut-être que ça peut paraître une vision purement économiste, mais c'est rechercher finalement l'autonomie des territoires, non pas pour les enfermer, mais rechercher des formes d'autonomie par des économies circulaires ou de la fonctionnalité, avec les différences qu'il peut y avoir entre ces deux formes d'économie, dont on reparlera, avec davantage de circuits d'échange territorialisés, de services localisés, de solutions intégrées à l'échelle des territoires pour consommer moins de ressources et créer une dynamique économique. Finalement créer aussi des biens communs productifs locaux, c'est un peu cette idée-là, ce qui suppose beaucoup de partenariats, et peut-être c'est un des modèles où le partenariat entre les différentes collectivités est le plus important, donc on s'enferme pas non plus dans un bocal local avec cette idée d'autonomie. On aura plein d'exemples. Et puis quatrième et dernier modèle de développement, modèle où la recherche rhône-alpine et auvergnato-rhône-alpine a beaucoup travaillé, c'est cette idée d'une économie territoriale qu'on mobilise, qui est fondée finalement sur les ressources spécifiques des territoires, non délocalisables, et on va jouer sur des formes de compétitivité hors coût différentes entre les territoires, qui reposent sur des demandes de produits, de services spécifiques qui peuvent dégager des plus-values, notamment si on arrive à combiner ces ressources. Encore une fois, peut-être cette ressource biodiversité ici, localement, on aura l'exemple des fermes de Figeac dans cette salle tout à l'heure. Voilà, c'est partir des ressources spécifiques du lieu et éventuellement les associer en termes de panier de biens et de services. Ce qui suppose beaucoup de coordination entre les acteurs et finalement l'efficacité de ce modèle, c'est comment on arrive à se coordonner, à coopérer entre les acteurs. Je termine en termes de conclusion par 5 défis, alors ils sont peut-être un peu personnels, qui résultent de tout ça.
Bon, le premier défi, c'est arriver quand même à combiner justement différents modèles. Hein, on est présenté 4, mais je ne crois pas qu'il y en ait un qu'il faille dire, c'est le seul pour nos territoires ruraux. Arriver à de la différenciation, reconnaître finalement le sur-mesure, cibler les choses. Aller un peu dans ce cas des zones hyper rurales aussi. Hein, comment, là c'est peut-être plus des questions, comment on arrive à innover, à cibler ces territoires hyper ruraux dont certains peut-être sont en train de s'épuiser, d'épuiser leur capacité de résilience. Voilà, ça, je ne veux pas être toujours optimiste. Je sais bien qu'il y en a toujours qui peuvent dire dans mon petit territoire rural, ça va pas du tout, etc. Donc, faut pas les oublier. Différencier les modèles. Deuxième idée, renouveler l'économie productive, parce qu'il me semble que, voilà, je l'ai dit, il faut maintenir cet équilibre résidentiel et productif, en jouant peut-être plus sur les ressources territoriales, sur des secteurs à forte valeur ajoutée de l'économie de demain. On va voir plein d'exemples, certains ont été évoqués, autour de l'énergie, autour de l'alimentation. Ce qui pose des questions un peu, c'est quoi ce changement dans mon territoire? Quelles sont les compétences nécessaires, finalement, y compris en ingénierie, et les facteurs de changement pour accompagner ce renouvellement de l'économie productive. Troisième idée, ne pas oublier les conditions de vie. J'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent dans ces territoires, et notamment les accès physiques et numériques, l'accès aux services. Ça reste quand même un enjeu très fort. Alors, il m'a marqué parce que j'ai passé tout un mois d'août dans un territoire rural sans connexion. Voilà, en me battant avec Orange tous les jours quasiment, mais j'étais pas le seul. Voilà, et on voit bien aujourd'hui que cette question de l'accès numérique devient quand même un enjeu extrêmement fort sur certaines ruralités à faible densité, et puis les services évidemment. Quatrième idée, comment construire peut-être davantage, j'ai dit, des temps et des espaces où on permet la rencontre et l'échange, notamment entre l'économie résidentielle jusqu'aux résidences secondaires, et puis l'économie productive. Alors ça peut passer par des tiers-lieux, on en reparlera, mais comment on crée le lien entre ces acteurs des deux économies, pas pour les opposer là aussi, mais pour qu'elles travaillent peut-être davantage ensemble, comment on crée par le temps et par l'espace finalement des dynamiques d'acteurs, d'ingénierie pour associer ces formes d'économie. Et puis dernière idée, alors, qui tient un peu plus là peut-être aux actions qu'on peut mener et de plus en plus à l'échelle globale Auvergne-Rhône-Alpes, c'est comment aussi on crée peut-être des formes d'interface qui lient l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation finalement, qui peut être présente dans les laboratoires, dans les sites plus locaux de nos villes moyennes, et les besoins des entreprises, des acteurs du développement des territoires. Il y a certainement là un challenge sur lequel on peut encore beaucoup travailler. Je vous remercie.